quand Christian m'a posé la commande, il m'avait demandé de voir un petit peu ce qu'il en était au prisme de l'organisation, dans le sens sociologie des organisations. L'établissement est une organisation. Et puis effectivement, moi ce qui m'a intéressé dans le titre du séminaire, quelles conditions pour quelle transformation, je trouve que ce qui est intéressant et ce que je pouvais peut-être apporter au regard de ce qu'on travaille dans le service dans lequel je suis, c'est la question précisément des conditions de la transformation. Alors, j'ai besoin de faire 2 détours avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet et traiter la question de l'innovation. Le premier détour, c'est de vous faire un peu état de 2 grandes dynamiques qui forcément traversent nos établissements et le pilotage de nos établissements et l'organisation de nos établissements. Ces 2 grandes dynamiques, alors il y en aurait peut-être d'autres, mais moi en tout cas je m'arrête à celle-ci. On peut les résumer de cette façon-là. On a d'un côté une dimension historique largement ancrée, que j'appelle ici bureaucratie weberienne, qui est issue de ce grand mouvement de rationalisation de l'économie, de la sociologie, et qui a amené Weber à présenter un peu, à théoriser un peu cette dimension-là. Cette force motrice, elle est par ailleurs issue d'un certain nombre de faits historiques ou de mouvements historiques. La révolution industrielle, la pensée cartésienne qui est très présente dans nos organisations, dans nos fonctionnements, la philosophie des Lumières, le positivisme, tout ça, ça structure complètement notre manière de penser, d'organiser les sociétés et les organisations. Plus en France, une culture un petit peu jacobine qui est quand même très présente, même si à certains moments de l'histoire, il y a eu quelques autres essais. Donc ça, évidemment, ça traverse nos façons de faire, nos façons de diriger des établissements, nos façons d'organiser nos sociétés. Et en même temps, un autre mouvement de fond, même s'il est plus récent, il est quand même très puissant, très présent, qui nous vient du monde anglo-saxon, mais qui est présent depuis le début des années 80, à la fois en économie, ce qu'on appelle le néolibéralisme, et à la fois qu'on retrouve dans les organisations et les administrations au travers ce modèle de néo-bureaucratie ou nouvelle gestion publique, où vous trouverez d'autres, j'ai oublié le 3e terme, mais vous trouverez des termes qui ramènent de toute façon à cette dimension-là. Et là, on est plutôt sur un modèle plus décentralisé, visant l'autonomie, avec un enjeu sur les résultats, orienté résultats, et puis sur cette dimension de responsabilité et de rendu compte, accountability, rendu compte. On en reparlera. Et là, ça nous donne finalement, les 2 traversent en même temps le pilotage des organisations, le pilotage de nos EPL, et ça nous donne, pour nos directeurs d'EPL, pour nos équipes qui sont dans la gouvernance de ces EPL-là, parfois un petit travail d'équilibriste pour essayer de faire avec ces 2. D'un côté, vous allez avoir des plans nationaux qui vont être encore en fonctionnement tubulaire, sectorisé, sectoriel. Ça descend en région, ça descend en EPL. C'est des services qui vont faire appel à des personnes qui sont qualifiées pour répondre à ces sujets-là. Je pense notamment au plan EPA qui a donné des services EPA dans les CRFD, enfin services pas EPA, mais qui traitait en tout cas du plan dans un bureau et qui arrive au référent EPA dans les établissements. Vous voyez, c'est quand même sur des fonctionnements très tubulaires. Et à côté de ça, vous avez des logiques d'appel à projet de plus en plus nombreuses qui viennent ici aussi frapper à la porte des établissements et auxquels on peut répondre de manière opportuniste. Donc toujours ces 2 mouvements-là de fond qui font que ça complique un peu l'activité des directeurs. Et pas que des directeurs d'ailleurs. Alors un autre élément, alors je le mets à contribution mais je ne le développe pas, c'est pour préciser un peu les différences entre les 2 grands mouvements. Juste pour éclairer, on a parlé de la dimension des politiques publiques qui sont promues encore de manière très tubulaire et qui arrivent jusqu'au établissement. On aurait pu aussi aborder la question sous l'angle une structuration par diplôme encore très présente dans l'enseignement agricole, mais pas que, dans l'ensemble de l'administration française. Et en même temps, vous voyez bien un peu aussi le mouvement de fond autour de France Compétences au bloc de compétences, la liberté de choisir son orientation professionnelle qui fait qu'on peut aller d'une certaine manière picorer
des modules ou des blocs de compétences ici et là. Là aussi, vous voyez les deux mouvements de fond qui viennent cohabiter et qui rendent la tâche un peu plus complexe. Donc, c'est un peu lourd de sens pour l'organisation des EPL et pour le pilotage et la gouvernance des EPL, notamment sur l'activité des directeurs. Juste pour préciser un petit peu ce qui est écrit là, je vais reprendre une publication d'Anne Barrère qui précise que les directeurs sont plutôt hostiles. Alors je trouve ça intéressant, vous allez voir l'injonction paradoxale très forte, hein, plutôt hostiles au double système actuel où une lourde bureaucratie les exhorte à l'autonomie. Je trouve ça assez éclairant justement sur cette dimension injonction paradoxale. Et les deux mouvements là sont très visibles, quoi. Vous avez quelqu'un qui vous dit soyez autonome. C'est assez étonnant, mais je pense que si vous regardez de près la manière dont on pilote les EPL, il y a quand même souvent ce double mouvement. Donc on a ces difficultés-là qui produit, alors par ailleurs, hein, parce qu'il y a ces problèmes-là, mais en plus, ce double mouvement, les deux produisent des dispositifs, les deux produisent des méthodes, parfois des recettes, des manières de faire, des instruments. Alors, je reviendrai sur dévoyé par une pensée rationaliste tout à l'heure, mais en tout cas, les deux produisent des façons de faire ou des outils dont il faut s'emparer ou dont il faudrait s'emparer pour pouvoir agir. J'en présente juste un ici, puisqu'il a fait débat. Exemple d'outil qui a été beaucoup repris dans les directions et dans les formations de managers, c'est les étapes du changement et la conduite du changement. Ça a fait à un moment donné, ça continue d'être assez apprécié comme logique de pensée, et c'est assez logique hein, que ça soit apprécié. Ça donne envie effectivement de se questionner sur la manière dont on peut amener un collectif aux transformations, par exemple. Mais quand on prend de manière un peu brute, sans distanciation, comme une vérité d'une certaine manière, ce type d'outil, par exemple, là vous avez les étapes du changement qui ont été popularisées par Kubler et Ross. Vous avez je vous invite à le lire, une journaliste qui a travaillé, une sociologue et journaliste qui a travaillé sur les suicides à France Télécom et qui a publié un article dans The Conversation, je crois, voilà, juin 2018. Je vous invite à le lire. Elle montre comment l'exploitation de ces recettes-là, de ces outils-là, a légitimé les managers dans le fait qu'on pouvait laisser les salariés dans une phase de crainte, de peur, de colère et de dépression, considérant que c'était normal dans la conduite du changement. Ça fait partie du processus. C'est normal, laissons faire, ça va remonter. Donc, quand on prend les outils, je pense notamment, on pourrait en prendre d'autres, mais sans vous heurter ou peut-être un peu pour vous provoquer, si on prend les logiques de la démarche de projet, sans distanciation, sans l'interroger, on peut arriver aussi parfois à des trucs un petit peu méthodiques où on ne prend pas en compte les dimensions autres. Et c'est là que c'est intéressant de revenir à notre pensée rationaliste. Juste rappeler un petit peu cet élément qu'Arduino avait mis en avant. Il serait intéressant, et c'est ça le danger avec ces outils, ces instruments qu'on utilise souvent pour structurer notre organisation, il serait intéressant de ne pas s'arrêter à un traitement univoquement rationnel, c'est-à-dire prendre en compte la part subjective des choses, ne pas s'arrêter à l'outil ou à la méthode pour ce qu'elle est, capable de s'en sortir, de s'en distancier, pour pouvoir avoir un traitement multidimensionnel des choses. Et je pense que ça, dans le sujet qui va venir après, dans le deuxième détour, je pense que c'est un élément un peu central. Et c'est le reproche que je fais, malgré tous les avantages que peut avoir une pensée cartésienne, méthodique, et tous les avantages de ces outils-là, si on ne les voit que de manière strictement rationnelle, outillage, instrumental, on prend le risque de passer à côté de son environnement, de comment les gens le vivent, comment les gens le sentent, et ce qu'on peut en faire, le sens de tout ça. Deuxième détour, je voulais m'appuyer sur effectivement cet ouvrage que les collègues de sciences de gestion, à mon avis, connaissent, d'Aurélien Haquier, qui a essayé de faire une analogie entre l'anthropocène, même si c'est un terme qui est contesté.
on peut reconnaître la responsabilité de l'homme sur l'état géologique de la planète, ça, il n'y a pas de difficulté, et qui a fait cette analogie avec l'organocène, c'est-à-dire l'organisation qui, elle aussi, est responsable de l'état dans lequel on est. Et c'est pour ça, ça me paraissait intéressant de pointer un petit peu ces éléments-là, puisque le sujet était sur les organisations. Et rapidement pour préciser tout ça, et je ne vais pas développer, on est effectivement une structuration politique, sociale, technique, qui n'est pas neutre, qui est issue de la révolution industrielle. On n'a pas seulement domestiqué l'énergie, on n'a pas seulement essayé d'exploiter les ressources fossiles, on a aussi mis en place toute une structuration organisationnelle, technique, sociale, politique, au service de cette économie et au service de ce système-là. Et ça produit évidemment des réponses politiques, techniques, sociales, qui évidemment ne sont pas neutres non plus. Et simplement pour terminer sur ce point-là, il faudrait qu'on arrive à en tout cas c'est ce que dit Aurélien Acquier lorsqu'il traite de l'organocène, qu'on arrive à équiper mieux les sciences de gestion pour penser l'anthropocène. Et il nous dit que ce qu'on appelle la bonne gestion aujourd'hui, ça n'induit pas les raisonnements qui seraient en capacité d'intégrer ce qui nous a conduit à cette situation-là. On est sur des indicateurs que vous avez ici, que vous connaissez bien. Le PIB, c'est l'exemple le plus intéressant et flagrant, par exemple. Peut-être faudrait-il changer. Juste l'illustration, voilà, on n'est pas arrivé à ce modèle agricole en haut par hasard. C'est à la fois une instrumentation politique, technique, sociale, qui fait qu'on en est arrivé là. Et finalement, je m'inscris un peu en faux quand on dit qu'il faudrait trouver un récit. On entend ça parfois. Il faudrait trouver un récit, il faudrait donner envie, il faut trouver un imaginaire un petit peu plus positif des choses. Ben, pas que, non. La technostructure nous limite et d'une certaine manière, l'organisation est responsable aussi de la situation dans laquelle on est. Donc changer, transformer les choses, c'est aussi transformer les organisations. On ne reviendra pas à ça si on ne transforme pas les organisations non plus. Ce n'est pas seulement individuel, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas l'injonction à la personne. C'est aussi les structures qu'il faut changer. Donc l'innovation dans tout ça, je préfère m'arrêter à ce que nous disait Norbert Elias, plutôt être travaillé ou renforcer l'innovation ordinaire. Et simplement pour préciser ou rappeler qu'on peut innover avec des vieilles idées, EPA, les transitions, le développement durable, l'approche capacitaire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais pour autant, est-ce qu'on a réussi à le mettre en œuvre? Est-ce qu'on en profite, entre guillemets? Pas encore. Donc, j'ai été marqué à Toulouse par quelqu'un qui disait non, c'est pas, pratique innovante, les transitions, il ne faut plus en parler, ce n'est pas l'innovation. Si, les transitions, c'est encore à construire. L'innovation, elle n'est pas encore arrivée. Parce que l'innovation, là aussi, c'est Norbert Elias, hein, je m'appuie sur c'est pas mon propos, c'est pas une bonne idée, c'est une idée qui devient bonne. Et elle devient bonne parce que le collectif, l'organisation, va pouvoir s'en emparer et va pouvoir la déformer, se l'approprier, la pervertir. Ce n'est qu'à cette condition qu'une bonne idée peut devenir une innovation, c'est-à-dire appropriée par tout le monde. Et elle vient des marges, et elle ne vient pas d'une injonction ni du directeur, ni de l'administration. Il faut qu'elle vienne de ceux qui connaissent le territoire et qui peuvent la pervertir et la déformer. Alors, juste, je reprends trois éléments qu'on entend parfois. Souvent, on entend, et c'est vrai que je l'ai moi aussi dit, je l'ai moi aussi fait, les directeurs, on est là pour donner du sens. Quand on reprend un petit peu cet élément-là, ça voudrait dire que les autres ne donneraient pas de sens ou feraient des choses insensées. Donc c'est vrai que quand on dit cet élément-là, je pense qu'il faut arriver à changer un peu de propos. Et ça nous donne parfois, là, quand on ne mobilise pas le trésor, c'est ce que dit là aussi Norbert Elias, ignorer qui est le collectif qui est capable de s'approprier ces choses-là, eh ben on isole un peu les gens qui auront envie de porter des choses. Vous avez tous vu dans vos établissements des référents EPA qui sont surinvestis, mais finalement sont un peu tout seuls, des chefs de projet, là aussi, qui sont un peu isolés, qui font leurs trucs, qui font des trucs extraordinaires, mais finalement, pour qui ?
Pourquoi? Comment c'est regardé? Comment c'est transformé, approprié? Là, il y a des vrais sujets. L'autre élément important, c'est je ne veux pas le savoir, dans le sens où quand on est sur des prises de risque, parce que forcément innover, c'est de la prise de risque, hein, puisqu'il faut l'approprier, il faut le déformer, voire le dévoyer un peu, donc il y a prise de risque. Là, pour le coup, on retombe dans l'injonction paradoxale. Forte normalisation des choses, injonction à faire, et en même temps, injonction à être un peu à la marge. Les directeurs sont capables de nous dire bon, fais comme tu veux, mais voilà, tu te débrouilles, je ne veux pas savoir, d'une certaine manière. Et sur les projets agroécologiques, surtout quand ils sont en rupture, on est aussi souvent dans cet élément-là. Et puis le problème, c'est que quand ça vient du directeur, ils sont soumis à la mobilité. Alors si ça vient d'eux, je crois ça, ou je ne crois pas ça, ça veut dire que dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, où on en est, comment c'est approprié, qu'est-ce que ça devient. Et la petite pique, à nouveau, c'est les plans d'action, c'est très bien, mais alors c'est Yves Clos qui nous dit ça, les plans d'action, c'est super, mais ça laisse souvent l'action en plan. Je résume pas, je ne vais pas plus loin, je pense que là, vous avez une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Autre élément, il faudrait imaginer qu'on puisse effectivement poser les problèmes au sein de l'organisation. Je pense que ça, il y a un enjeu autour de ça. Poser le problème, ça veut dire être capable de s'interroger sur la formulation des problèmes, plutôt que de trouver des solutions. Et au directeur, on demande souvent des solutions. C'est être capable de formuler des problèmes. Et ensemble, de construire les données du problème pour pouvoir amener des éléments de réponse. Tout comme, pourquoi essayer d'imaginer des moments où on peut poser ensemble le dialogue sur le travail ou l'activité qu'on est en train de mener. Mais là, je passe vite. Pour le dernier point autour de ces questions-là, on pourrait imaginer, au regard de la théorie de l'acteur réseau, imaginer de travailler sur l'enrôlement de la communauté, puisqu'on a vu que ça passait par son appropriation, en essayant de travailler des objets frontières. Il se trouve que les projets pour lesquels vous portez des choses sont d'excellents objets frontières qu'on pourrait exploiter. Donc là aussi, il y a des éléments quand même positifs, je ne veux pas être seulement critique. On pourrait imaginer que les projets que vous portez soient d'excellents objets frontières pour pouvoir approprier les choses. Alors PFH, pour ceux qui n'auraient pas en tête, c'est Hubert Reeves qui, sur une radio, disait « Le problème, c'est ce putain de facteur humain. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. » Effectivement, c'est parce qu'on ne veut pas voir. C'est un des soucis psychologiques qu'on a vis-à-vis de ces transitions et de l'anthropocène, c'est qu'on ne veut pas voir, on refuse de voir. C'est un problème. Mais en même temps, on pourrait, et c'est Patrick Vivray qui le dit, transformer ce putain de facteur humain, c'est vrai, c'en est un, en précieux facteur humain, parce que c'est aussi la solution. L'organisation, on a vu, il faut la changer. Ça passe aussi évidemment par les membres qui la composent. Donc on pourrait passer à ça. Et là, vous avez quelques pistes. Je ne les ai pas abordées tout à l'heure, mais le diapo sera à votre disposition. On peut en rediscuter. Vous avez mes coordonnées. On peut, voilà. Mais là, on a des pistes pour le pilotage, pour les projets d'établissement, pour la gouvernance, autour de essayer de transformer ce putain de facteur humain en précieux facteur humain. Moi, j'aime bien, avec mes collègues, garder le putain et le précieux, donc le P2SBH, parce que quand même, ça reste un élément critique qu'on ne peut pas ignorer. Soyons dans la subjectivité aussi. Il est là, c'est une réalité. Mais on a aussi des leviers, donc putain de précieux facteur humain, ça me va bien. Voilà, merci. Merci Tony.